Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la sixième vidéo de discussion. Euh, voilà. Donc ce soir j'avais envie de parler d'un thème, d'un unique thème. Voilà, puis on va voir un peu où ça va nous mener en termes de réflexion. Donc ce soir j'avais envie de vous parler de la communication. Alors la communication, c'est un sujet très vaste. Sachant qu'on vit dans une ère de l'information et paradoxalement de la désinformation. Voilà, où on est abreuvé en permanence d'informations. Voilà, on est dans un flot permanent d'informations continues sur Internet, la télévision, etc., les médias, les journaux. Et la communication relève de quelque chose de plus en plus pointu, de plus en plus qui est un phénomène qui est de plus en plus étudié. Voilà, depuis notamment le XXe siècle, depuis après la guerre, il y a eu beaucoup de bouquins, de théories, etc. sur la communication. Voilà, notamment aussi avec le constructivisme, etc., Paul Watzlawick, qui sont des gens, Paul Watzlawick, Jay Haley, Don Jackson, etc., etc. Bon, ce sont des gens qui ont énormément écrit sur le sujet. Alors la communication, pour moi la communication c'est avant tout communiquer, c'est naturel. Par contre, les codes de la communication sont culturels. Voilà, ça c'est déjà la première chose qu'il faut pouvoir distinguer. On communique tous, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue, quelle que soit peu importe. Voilà, on communique tous. Mais par contre, les codes de communication sont culturels. On a chaque, voilà, ne serait-ce que par rapport à la langue, aux langues. Alors, il existe plein de langues différentes. Voilà. Mais en tout cas, communiquer, c'est quelque chose qu'on fait complètement naturellement. Voilà. Alors, il y a deux types de communication. Il y a la communication digitale et la communication analogique. Alors, la communication digitale, c'est tout ce qui concerne le verbal. Voilà. Et l'écriture, il me semble. J'espère pas dire de bêtises, il me semble que l'écriture fait partie de la communication digitale. Et la communication analogique, qui est tout le reste, c'est la communication non verbale, etc. Donc sachant que le principe de base, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication digitale, on peut mentir, mais la communication analogique, on peut pas mentir. Voilà. C'est-à-dire que le langage du corps, des gestes, etc., on peut pas mentir avec notre corps, on peut pas mentir. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on va dire, on peut dire non verbalement, alors que le corps poursuit, ou l'inverse. Voilà, c'est ça. Mais ça, on peut pas mentir par rapport au langage de notre corps, au langage non verbal. Voilà. C'est impossible de mentir. On peut pas cacher nos émotions, nos sensations, etc. par rapport au langage de notre corps qui va toujours s'exprimer de manière authentique. Voilà. Donc ça me paraissait un point important à aborder par rapport à la communication. Après, l'autre versant, bon, on vit dans une société effectivement donc avec de l'ultra-information, de l'ultra-communication, on va dire ça comme ça. Et ce qui est... du coup, ce qui devient complexe, c'est comment identifier une communication qui est de l'ordre, on va dire, d'une communication authentique, et de la communication qui va chercher à nous manipuler. Pas nous manipuler, à être dans une imposture, on va dire. Voilà, comment distinguer une communication qui soit authentique d'une communication qui l'est moins. C'est très difficile,
puisque effectivement maintenant avec les moyens de communication, enfin voilà, notamment je pense notamment maintenant aux techniques de management, etc. Enfin voilà, où on apprend, comme je dis, c'est-à-dire apprendre à être chef, c'est apprendre à savoir manipuler les autres. Voilà. Moi c'est ce que je pense. Donc tout se joue dans la communication et en fait bon, quand on s'intéresse beaucoup au sujet, on comprend que ce qui fait la force de la communication, c'est pas forcément qu'on dise le comment ou qu'on dise la vérité. C'est la force de conviction avec laquelle on va communiquer. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça devient tellement difficile de distinguer, comme bon, voilà, dans les écoles de management, etc. Machin, on apprend aux gens à communiquer. C'est très difficile de distinguer le vrai du faux. Et on constate finalement que l'important c'est pas le. Bon, il suffit d'observer aussi les politiciens, c'est la même chose, enfin je veux dire le discours des politiciens. Et on comprend qu'en fait, l'important c'est pas de dire le mensonge, de dire un mensonge, de dire la vérité. L'important c'est la force à laquelle on communique pour persuader un public d'une communication bien fondée, enfin que ce soit vrai quoi. Voilà, peu importe. Enfin il suffit. Enfin moi, un personnage qui me fascine c'est Hitler, enfin sa faculté à communiquer alors que c'était quelqu'un de profondément pervers, etc. Enfin voilà, Hitler pour moi représente une perversité absolue, le mal absolu. Et quand on voit de comment il arrivait à manipuler les masses, enfin on se dit quand même jusqu'où ça peut aller, quoi. Voilà, dans la manipulation par rapport à la communication. Enfin, Hitler, c'est vraiment, il est vraiment fascinant à ce niveau-là parce qu'on peut encore se demander de comment il a fait pour arriver à manipuler les foules au point de réussir à faire ce qu'il a fait, quoi. Voilà, donc, et d'ailleurs, il me semble que c'est lui qui disait que plus un mensonge est gros et plus les gens l'avalent, quoi. Donc enfin, je sais plus très bien si c'est lui qui disait ça, mais en tout cas, on peut que constater les dégâts quand effectivement, quand quelqu'un comme lui a une force de communication immense, quasiment sans limite, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'était un orateur hallucinant, quoi. Voilà. Voilà. Et en tout cas, bon, par rapport à la communication, c'est vrai que tout ça c'est complexe parce que on s'aperçoit, bon, la communication c'est quelque chose d'avant, ça se joue avant tout dans l'interaction finalement, c'est ça, c'est-à-dire que on a tous nos limites à émettre et à recevoir des messages. Voilà, c'est-à-dire que un message qu'on reçoit, par rapport à notre vision du monde, par rapport encore une fois, voilà, à notre carte du monde, etc. Et pareil pour le fait de les émettre, on a aussi nos limites à émettre un message, puisqu'on peut dire quelque chose et en réalité, ce qu'on dit ne reflète pas tout à fait notre pensée, et l'autre le reçoit par rapport à, encore une fois, à ce qui est dit, il va le penser peut-être autrement que ce que nous on voulait le penser. Voilà, donc du coup, il y a toujours un décalage. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a toujours un léger décalage dans la communication entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, du message, puisque ce sont deux individus différents. Si on prend le cas d'une communication entre deux personnes, ce sont toujours deux individus avec deux cartes du monde différentes, deux visions du monde différentes. Donc ce qui fait qu'il y a toujours un décalage par rapport à un message entre ce qui est dit et ce qu'on pense. Voilà, enfin moi je pense que on peut pas toujours être parfaitement clair dans la communication. Il y a toujours un petit parasitage, on va dire ça comme ça, par rapport à notre façon de voir le monde. Voilà.
c'est ce que je pense. Voilà, donc la communication, c'est quelque chose de complexe. Donc communiquer, juste pour information, donc, qui vient du latin communicare, donc qui veut dire mettre en commun. Voilà, donc c'est vrai que la communication, c'est avant tout du partage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que communiquer, c'est partager. Avec la communication, on peut tout partager finalement. Voilà, on comprend qu'on peut tout partager. Et on partage avant tout notre monde intérieur. Voilà, c'est ce que j'ai compris avec la communication. C'est que ça nous permet de communiquer à l'autre notre monde, notre réalité intérieure. Voilà, et que communiquer, c'est jeter des pour moi, c'est jeter des passerelles entre ce qui est entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Ça sert à ça, communiquer. Voilà, c'est enfin voilà, pour moi c'est jeter des passerelles en permanence. Communiquer, c'est jeter des passerelles en permanence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, c'est et d'ailleurs c'est ce qui fait la spécificité de l'être humain, enfin en tout cas au niveau du langage, puisqu'on est les seuls mammifères effectivement dotés du langage, de la capacité à émettre des sons en formant des syllabes, des mots, etc. Enfin, voilà, et avec un langage très élaboré, puisque les mots, on peut les compiler, les associer à l'infini pour créer une infinité de phrases, une infinité de possibilités à communiquer. Voilà, on est les seuls mammifères capables de ça. Et communiquer, c'est ce qui nous définit en premier, quoi. Enfin voilà, je pense qu'on est avant tout des êtres de communication. Et que notre éternelle condamnation, c'est celle de communiquer. On est condamné à savoir communiquer. Si on ne sait pas communiquer... alors, c'est complexe parce qu'effectivement, la société dans laquelle on vit, si on ne sait pas communiquer de manière... comment dire... faut que ce soit assez formaté finalement pour que le message passe bien. On va dire ça comme ça. Et donc communiquer, c'est vraiment très important dans la société dans laquelle on vit. Voilà, mais bon, sachant que effectivement tout le problème par rapport à la société de consommation, c'est que la société de consommation nous communique en permanence des messages qui cherchent à nous aspirer dans sa logique. Donc tout le problème, c'est de pouvoir distinguer la communication authentique de celle qui l'est moins. Voilà, c'est ça, puisqu'effectivement on est en permanence aspiré, enfin on cherche en permanence à nous aspirer dans des réalités dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller, voilà, par la communication. Voilà. Et bon, donc la communication, effectivement, il en existe 1000 formes. Comme dirait Paul Vaslavic, on ne peut pas ne pas communiquer, donc se taire, c'est déjà une première façon de communiquer. Voilà. Le silence, c'est une façon de communiquer. Tout est communication finalement. Voilà, pour moi, le vêtement que je porte, c'est une forme de communication. Tout s'inscrit dans le monde dans lequel on vit par rapport à l'être humain, par rapport à nos sens. Tout s'inscrit dans une communication. Par rapport à cet échange permanent qu'il y a cet échange permanent, cette perception permanente qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire notre intérieur, notre âme, enfin voilà, notre corps, et l'extérieur. Il y a des informations qui s'échangent en permanence. Voilà, c'est tout le temps. Et moi je pense que c'est important d'en avoir conscience, parce que ça permet d'améliorer, enfin le fait d'en avoir conscience et de l'appréhender, de le vivre, ça permet d'améliorer, d'oser expérimenter la relation au monde de manière heureuse. Voilà. Et de chercher à l'améliorer. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Dans le fait d'avoir conscience de ça, c'est que ça permet de modifier notre relation au monde finalement. Ça c'est intéressant parce que du coup ça nous permet d'accéder
à une forme de bonheur, à une forme de bien-être par rapport à notre relation au monde. Parce que voilà, pour moi tout se joue dans la relation. Il n'y a pas de... Bon, si vous regardez mes vidéos précédentes, je parle du réel et de la réalité, etc. La réalité n'existe pas. Pour moi, la réalité n'existe pas et tout n'est que relation. Tout ce qui compte, c'est la relation au monde. Dans notre façon de vivre et de voir les choses. Tout se joue dans la relation. Et ça ne passe que par la communication. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chercher à améliorer sa communication, c'est chercher à améliorer sa relation au monde et sa relation aux autres finalement, par déviation forcément. Voilà, pour savoir communiquer, pour moi c'est la base pour savoir être heureux. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à la communication? Bon, la communication, ça nous définit aussi par rapport, encore une fois, par rapport à notre relation au monde. C'est-à-dire c'est de notre façon de communiquer. C'est la façon dont on communique qui va faire qu'on va être perçu d'une certaine façon par les autres. Voilà. Et donc même si effectivement je pense que c'est important de ne pas forcément tenir compte du regard des autres, c'est quand même important d'avoir une communication qui soit, enfin ce que moi j'appelle la communication assertive, c'est-à-dire une communication qui s'inscrit dans un respect mutuel. Voilà. Donc on se respecte et on respecte les autres. Voilà. Mais pas forcément au souci de son image, mais plutôt par rapport au souci que l'autre, il est comme moi, c'est un être humain, donc j'ai pas à le traiter différemment de ce que moi j'ai envie de traiter, quoi. Donc, si je me respecte, je me dois de respecter l'autre. Enfin, moi, ça me paraît d'une logique, ça me paraît d'une logique implacable. Donc, et du coup, tout ça, ça passe par la communication. C'est la communication qui permet d'assurer ça, d'assurer des relations assertives avec les autres. C'est ça. Et ce qui nous définit aussi du coup par rapport à un rôle finalement. Voilà. Donc moi j'ai compris que par rapport à mon combat politique, etc., c'était de communiquer, ça permet d'endosser un rôle. Voilà. Et moi je pense que c'est important, c'est de pouvoir endosser un rôle authentique. Voilà. Et de ne pas être dans une imposture quelconque par rapport au fait de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Enfin, ça me paraît. Encore une fois, ça me paraît assez évident. Et je pense que. Enfin, moi, si je fais toutes ces vidéos, bon, je crois que j'ai déjà dit, je crois que c'est la première vidéo que j'avais dit, ou la deuxième, je sais plus. Moi, si je fais toutes ces vidéos, c'est avant tout par rapport à un combat politique. Et encore une fois, je fais pas de politique. C'est ce qui fait que j'en fais. Mais ça s'inscrit dans un combat politique quand même, c'est-à-dire dans un combat contre le système. Dans un combat contre le modèle, pour dénoncer la perversité du système qui en permanence fabrique entre nous des relations en plastique. Voilà. Des relations qui ne sont absolument pas authentiques et qui ne sont dans la fausseté et dans l'hypocrisie enfin voilà quoi. C'est ça le modèle de consommation ne nous encourage qu'à nous trahir les uns les autres. Voilà. Et moi je trouve ça scandaleux finalement. Voilà, c'est ça. Moi je pense que l'authentique scandale, comme je dis, l'authentique scandale, c'est que finalement, alors je sais plus, j'avais vu ça sur Wikipédia, je crois, un artiste italien, je crois, qui disait finalement le fascisme, l'authentique fascisme, c'est ce que les sociologues appellent la société de consommation.
Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit parce que effectivement, je pense que, enfin, c'est pas, je suis assez d'accord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que l'authentique fascisme, c'est celui du modèle de la société de consommation, et de nous imposer ce modèle sans pouvoir en sortir. Moi, je trouve ça, c'est une prison, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend que la société de consommation, c'est une prison, en fait. C'est une prison de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire que la société de consommation emprisonne les esprits et les condamne à ne penser qu'en fonction de son modèle. Et qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Voilà, donc on tourne en rond dans ce modèle de la société de consommation. Voilà, donc, et que finalement la seule possibilité de s'en sortir, c'est éventuellement soit d'aller vivre au fin fond de l'Amazonie, ou enfin voilà, de vraiment vraiment s'extirper complètement de la civilisation. Mais sinon, effectivement, on en est prisonnier, quoi. C'est ça. Et qu'on nous donne pas la possibilité de réfléchir à un autre modèle. Et qu'il n'y a aucun politicien, pour moi, vraiment, qui s'y intéresse. Voilà, je veux dire, même les écologistes, etc. Aucune, que ce soit la droite ou la gauche, aucun parti ne remet en question le principe de l'argent, le principe de la propriété. Voilà, et bon. Après, quand on comprend ça, bon, effectivement, ce que je disais l'autre fois, on comprend que du coup le combat politique authentique il se mène seul. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à chercher à être soutenu par qui que ce soit du paysage politique. Voilà. Et bon, du coup on pourrait dire ouais, mais alors le communisme, machin. Non, le communisme, c'est, comme je dis, le communisme c'est la dictature du prolétariat. Donc c'est une autre forme de fascisme. Et puis bon, le communisme, le seul truc qui était intéressant je trouve avec le communisme, c'est que ça permettait de... c'est-à-dire que le capitalisme était en miroir du communisme, voilà, à l'époque de l'URSS, avec les États-Unis, enfin voilà, l'opposition nette entre le capitalisme et le communisme. Le seul truc qui est intéressant avec le communisme, c'est que je pense que le communisme, finalement, empêchait le capitalisme sauvage. C'est-à-dire que perversion contre perversion, le communisme annulait en quelque sorte la perversion du capitalisme, enfin l'aspirait entre guillemets. Enfin voilà, ça l'empêchait d'être complètement ultra sauvage, ultra libéral comme il est maintenant. Il y avait quand même une espèce dans cette lutte, une forme d'annulation de leur force de chaque côté. Voilà. Et malheureusement, quand le communisme s'est cassé la figure, ça a permis, c'est une victoire du capitalisme finalement, et ça a permis au capitalisme de se lâcher, on va dire. Il n'y avait plus rien qui le retenait dans sa course sauvage à l'argent, dans cette course sauvage ultralibérale. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puisque le capitalisme, moi j'ai compris une chose aussi, c'est que le capitalisme nous empêche d'élever nos âmes. Voilà, et que comme en plus le capitalisme contrôle les religions, enfin moi c'est ce que je pense. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, on a chacun une vision du monde, chacun une façon de voir les choses. Donc même les religions finalement ne sont plus, sont très peu. Bon, je pense qu'il reste quand même des fidèles, etc. Enfin, il reste des fidèles, ça c'est clair. Et heureusement, je trouve. Mais je trouve que malheureusement, les religions n'arrivent plus à remplir leur rôle vraiment par rapport au contrôle, à l'emprise du capitalisme, et que elles n'arrivent plus vraiment à jouer leur rôle d'élever les âmes des gens. Voilà. Et que du coup, maintenant, pour arriver à élever son âme, il faut plutôt se tourner vers les philosophies, vers comprendre. Il faut pouvoir s'inscrire dans une quête spirituelle
Voilà, voilà, dans une authentique quête spirituelle, mais enfin, c'est difficile d'y arriver par la religion. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon par rapport à ma propre histoire, mon histoire, elle s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a permis de rencontrer Dieu, c'est l'art finalement. C'est pas les religions. Les religions, j'ai tendance à m'en méfier quand même. Voilà, parce que je pense qu'elles sont sous l'emprise du capitalisme. Quoi qu'elles en disent. Voilà. Et donc du coup, voilà, le capitalisme nous empêche d'élever nos âmes. Elle nous plaque, ça nous plaque au sol, ça nous plaque dans cette logique de transcendance horizontale. Enfin moi je me souviens en 2006, je crois, je sais plus exactement, j'avais vu une conférence avec Luc Ferry, un colloque avec Luc Ferry qui était très intéressant et qui expliquait ça, c'est-à-dire la logique de la transcendance horizontale et la transcendance verticale. J'avais eu beaucoup de mal à comprendre, enfin beaucoup de mal, j'avais pas trop compris à l'époque ce qu'il voulait dire, mais par la suite je l'ai compris, effectivement, donc comme quoi on s'améliore un peu avec l'âge, on va dire ça comme ça, et j'avais compris effectivement la logique de la transcendance horizontale et la transcendance verticale. Et finalement, le capitalisme et les modèles de consommation nous encouragent qu'à être dans la transcendance horizontale, c'est-à-dire à regarder. Il faut surtout pas lever les yeux, il faut rester le regard horizontal fixé sur les rayons des magasins. Voilà, c'est ça la logique. Et la transcendance verticale, finalement, on l'a complètement tué, parce qu'effectivement, on a tué les religions. Enfin, le capitalisme contrôle les religions, le capitalisme. Il n'y a plus de syndicalisme, etc. Tout ça c'est passé à trappe, il n'y a plus d'idéalisme, il n'y a plus d'idéaux, et donc il n'y a plus cette transcendance verticale. Voilà, elle existe très très peu. Et on n'est plus que dans la logique de la transcendance horizontale. Et alors que finalement, quand on comprend ça, enfin on comprend la logique de la transcendance verticale, quand on commence à lever les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit les bâtiments, on voit les monuments historiques, on voit les étoiles, on voit l'univers. Voilà. La société de consommation, elle n'a pas envie qu'on regarde l'univers. Ce qu'elle a envie qu'on regarde, c'est ses articles à acheter. Voilà, c'est ça qu'elle a envie qu'on regarde. Elle n'a pas envie qu'on regarde le ciel, surtout pas. Qu'on regarde l'histoire. Parce que ça peut être dangereux pour elle, parce que du coup, on peut se rappeler qui on est. Voilà, donc ça l'intéresse absolument. Le modèle de consommation, ça l'intéresse pas qu'on regarde l'histoire, qu'on regarde qui on est. Parce que si on regarde qui on est, si les gens commencent à se déshypnotiser de la société de consommation et commencent à réfléchir à qui ils sont, je pense que s'il y avait un mouvement comme ça qui se créerait, une dynamique comme ça qui se créerait vraiment, je pense que le modèle de société de consommation, on l'abandonnerait très vite. Enfin moi je le pense. J'ose le penser et j'ose l'espérer. Je pense qu'on l'abandonnerait assez vite parce que effectivement les gens se rendraient compte qu'ils sont complètement dans l'erreur. Et qui sont dans une illusion totale et complètement qui ne mène nulle part. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me rends compte que je dévie de la communication, mais bon, en même temps, je continue à communiquer, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc c'est cette logique de transcendance horizontale, elle est. Cette logique de vouloir à tout prix nous maintenir dans cette transcendance horizontale, c'est très violent. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, et quand effectivement on commence à lever les yeux, on passe. Ça change complètement notre façon de voir le monde, puisqu'on ne pense plus. On ne voit plus le monde. Comment dire en 2 dimensions, on va dire, on le voit en 3 dimensions. Et même en 4 si on commence à penser avec le temps. Du coup, on pense en termes d'évolution. Ce que je vous disais l'autre jour, quand on sort de notre statut de victime, on devient témoin. Et donc, quand on devient témoin, on comprend qu'on devient témoin de l'évolution de l'humanité et l'évolution de l'homme. Enfin voilà, on s'inscrit dans une évolution. Donc on comprend qu'on passe notre temps à évoluer. Voilà, et que malheureusement, comme je dis, la société de consommation c'est plutôt une anti-évolution. C'est-à-dire, encore une fois, c'est quelque chose qui ne mène nulle part. C'est un modèle
c'est un modèle sans signification pour moi. Voilà, l'objet de consommation, quand on enlève sa signification, quand on enlève l'interprétation qu'on peut en faire de sa signification, il reste quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on enlève à l'objet de consommation sa signification, qu'est-ce qui reste? Un objet d'une matière, enfin peu importe sa matière, quoi, mais je veux dire, à quoi il sert? À rien. À rien. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la relation humaine, il reste l'amour, il reste tout ça. Enfin, il reste plus que ça. Voilà. Tout le reste devient futile. Voilà, cette consommation, c'est une vaste supercherie, c'est une vaste blague, c'est une vaste illusion, c'est une vaste connerie, enfin c'est une vaste tout ce qu'on peut, voilà, on peut le définir à l'infini par rapport à l'immensité de sa connerie, cette consommation. Voilà, c'est un truc, comme je disais l'autre jour, c'est un miroir de la connerie humaine, de l'âme humaine dans sa masse. Voilà, dans ce qui fait de plus bête, finalement. Voilà, c'est-à-dire que quand encore une fois, on fait le lien entre, par rapport à la communication, quand on fait le lien entre nos réalités intérieures et l'extérieur, on comprend que tout ça c'est une construction collective, une construction commune. Enfin, comme je dis, la société de consommation, c'est une crétinerie collective. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un truc crétin, quoi. C'est un truc de crétin. Il n'y a pas de. Il n'y a aucune logique, sinon que celle. Sinon que celle de jouir sans désir dans l'objet en plastique. Voilà. Ça s'inscrit que dans cette logique-là, cette consommation. Voilà. Il n'y a rien d'autre derrière. Ça donne aucun sens. Il faut pas chercher de sens à la société de consommation. Il n'y en a aucun. Enfin, c'est ce que je crois. Il y a aucune. S'inscrire dans la pensée unique de la société de consommation, c'est s'inscrire dans un modèle, enfin c'est s'inscrire dans une pensée artificielle et sans vraiment de sens authentique. Ça donne aucun sens à notre vie, le modèle, s'inscrire dans le modèle de consommation et être victime, enfin être dépendant de l'achat, etc. Enfin des objets, etc. Ça donne aucun sens sur le fond à notre vie, quoi. Voilà. Enfin, désirer un objet. Pour moi, le désir, ça s'inscrit dans la relation humaine, ça s'inscrit pas dans l'objet. Encore une fois, enfin, ça fait lien aussi encore avec ce que je disais dans une autre de mes vidéos. Voilà, c'est important de replacer le désir dans la relation humaine. Il n'y a pas à chier, quoi. Enfin, pour moi, le désir, c'est pas enfin, désirer un objet, ouais, on peut avoir envie d'un objet, s'offrir ceci ou cela, mais sur le fond, quelle importance, quoi. Enfin, comme je dis, un objet il donne jamais d'amour. C'est le sujet qui donne de l'amour. C'est ce que je fais. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. L'objet ne donne jamais d'amour. Et alors, ce qui est terrible, puisque c'est vrai que parfois, dans certaines situations, on pense que les objets contiennent de l'amour. Certaines croyances qui font qu'on pense que l'objet contient de l'amour. Donc, enfin voilà, donc parfois c'est des situations complètement absurdes, quoi. Voilà, un enfant va casser un objet, on va l'engueuler parce qu'il aura cassé un objet. Pourquoi? Parce qu'il aura cassé notre amour, c'est ça que ça veut dire, enfin, ou qu'il aura perdu un objet. Il aura perdu notre amour, c'est ça que ça veut dire. Enfin,
ça n'a aucune importance. L'objet, on s'en fout quoi, on s'en fout complètement. Voilà, l'objet il sert à rien quelque part. Enfin, c'est un outil, c'est juste un outil, c'est rien d'autre. Il n'a aucune valeur intrinsèque l'objet. Voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a que la valeur qu'on lui accorde. Donc c'est un prix avec plus ou moins de zéro. Ben bon, sur le fond. Un objet entre. Comme je dis, enfin, moi je trouve que. C'est comme. Enfin, entre une œuvre d'art et un crayon, moi je préfère le crayon. Parce que le crayon, avec, on peut. Ou le pinceau, on peut faire encore des dizaines et des dizaines d'œuvres d'art. Voilà. Donc l'œuvre d'art, finalement, elle vaut pas grand chose non plus. Elle vaut rien en fait. Elle vaut rien, c'est juste une création. Enfin, je veux dire, c'est une énergie à un moment donné qu'on va donner dans un geste. Et on renvoie une réalité. Voilà. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, pour moi, c'est aussi un outil. C'est un outil qui sert à communiquer. Voilà. Donc, sachant qu'effectivement, encore une fois, par rapport à la communication, l'objet de consommation, il sert à communiquer, effectivement. Sauf que c'est de la communication complètement factice. Voilà, on a tous des costumes, un costume social, voilà, mais si on enlève, on souffle sur nos vêtements, on souffle sur nos vêtements, en dessous on se souvient qu'on est tous faits de chair et de sang, quoi. Peu importe les habits qu'on porte. Qu'on porte des habits de tolard, des habits de prostituées, des habits de PDG, des habits de joueurs de foot, on souffle dessus, on est tous à poil en dessous, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à communiquer, les vêtements servent à communiquer, mais sur le fond, ils servent à rien, quoi. C'est complètement factice. Et c'est pas ça qui nous rend heureux, quoi. Voilà. Enfin, quand on saisit tout ça, voilà, on comprend que l'essentiel, c'est vraiment pas l'objet. L'essentiel, c'est d'être sujet et c'est tout le drame, hein, de la société de consommation, c'est qu'on met à la même hauteur, au même niveau, les gens et les objets. Voilà. On objectise les êtres humains. Et là, moi, je pense que l'authentique enjeu de l'humanité, des êtres humains, justement, c'est de redevenir sujet. Voilà. Donc, chose que peut faire effectivement la philosophie, la religion dans une moindre mesure, puisque effectivement elle est happée par le système. Voilà, finalement la seule chose qui peut nous sauver, c'est la connaissance. Et la connaissance, comment dire, la connaissance métaphysique, j'ai envie de dire, enfin la connaissance, voilà, tout ce qui se rapporte finalement à la sagesse, tout ce qui se rapporte à la spiritualité, mais et finalement il n'y a pas besoin d'être pour moi inscrit dans une religion en particulier. Je pense qu'on peut aller piocher dans toutes les religions. Toutes les religions ont un discours intéressant. Après, c'est ce que je pense, bon, même si pour moi il y en a quand même certaines qui ont bon, après on a chacun encore une fois notre histoire, enfin notre relation, je pense qu'on a tous une relation particulière par rapport à une religion donnée. Mais je pense que toutes les religions, sur le fond, elles donnent des messages intéressants. Enfin, elles livrent des messages intéressants. Et donc, c'est dans les religions, la philosophie, etc., qu'on va trouver les réponses. Et aussi dans la science, dans la recherche. Voilà. Ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre démarche. Sous réserve d'une éthique.
Bah, moi, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Je pense que pour moi, il y a science et science. Il y a la science récupérée par le système et la science authentique. Enfin, la recherche, moi j'appelle la recherche authentique et la science bon, qui est détournée de son essence, on va dire, enfin, l'essence enfin, quand on détourne la recherche scientifique de son essence, on en arrive à des. Voilà, et je pense qu'il faut une éthique. Et qu'en même temps, il faut pouvoir apprendre à respecter. Bon, là, je vais dériver sur un discours un peu spirituel. Là, il faut pouvoir arriver à respecter aussi le mystère de l'univers. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que. Il y a des lois qu'on peut pas. Les lois de la nature, je pense que c'est important de les respecter. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où la science fait de la recherche pour essayer de violer les lois de la nature, elle est dans le faux. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, quand elle commence à faire joujou avec la nature, faut qu'elle fasse attention. Quoi. Je pense que il faut pouvoir respecter les lois de la nature et ne pas chercher à les violer. Voilà. Et que il faut qu'elle s'inscrive dans une éthique. Ouais, c'est ce que je pense par rapport à la science. Voilà. Et voilà quoi. Bon, là, je sais pas trop depuis combien de temps ça tourne. Moi je pense qu'on va pas trop tarder. Je suis en train de réfléchir à quoi d'autre vous dire, mais bon là je suis un peu en panne sèche. On va dire ça comme ça. Voilà, donc voilà, bon. J'avais envie de parler avec vous de la communication ce soir. Bon, c'était pas. Comment dire, encore une fois, comme d'habitude, je me suis un peu laissé aller. Ça a dévié du sujet de départ. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. L'idée, c'est de discuter. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez envie. Pour l'instant, j'ai pas trop de commentaires. J'ai l'impression de parler un peu à moi-même. Bon, je parle à moi-même. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, et puis bon, ça me permet de recycler ma pensée, on va dire ça comme ça, et en même temps de communiquer ce que j'ai envie de communiquer face à l'œil d'une caméra et face, comme je dis, l'œil d'une caméra, c'est un peu l'œil du monde. Donc voilà, de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire face au monde. Voilà, donc la communication. Finalement, la communication, ça sert à ça. Ça sert à apprendre à communiquer. C'est apprendre à communiquer. C'est apprendre. Ouais, c'est ça. C'est apprendre à livrer notre monde intérieur, à le livrer au monde extérieur, à le livrer sur la place publique. Voilà, c'est à ça que ça sert de communiquer. Voilà, et là-dessus je vous dis à la prochaine fois donc pour la 7ème vidéo de discussion. Allez, ciao, salut.